encore plus épaulé que les autres, avec aussi des basques et des ceintures, et la jupe un peu plus longue, lui. La robe du soir, c'est la tunique sur pantalon, et le décolleté bateau qu'il aime beaucoup. Nina Ricci. Le jour des plissés, et vers le crépuscule, une ligne romantique. Beaucoup de noir et blanc le jour, et les couleurs pour la nuit. Alors vous voyez encore une robe habillée courte. Jean-Louis Scherrer, aussi beaucoup de noir et blanc, des grands chapeaux avec des voilettes, encore des basques, encore des ceintures, des épaules carrées, une ligne un peu Hollywood 1937. Paco Rabanne, robe boule et jupe boule. Alors là, Rabanne, vous savez, il a l'habitude plus de déshabiller que d'habiller en même temps. Regardez la robe boule. Givenchy, encore plus Hollywood que les autres, avec une ceinture drapée, des manches froncées, des basques sur les hanches. Et enfin Cardin, avec des épaules qui rappellent son récent voyage en Chine. Et avec cette robe du soir, on ne peut ni marcher ni danser, mais on est quand même très belle. C'est l'essentiel. Quel tourbillon, hein, François. Voilà. Philippe. Je trouve que l'économie, dans ces conditions-là, est bien difficile. Difficile, mais a beaucoup de charme. Et j'aimerais bien, je pense que les sujets économiques nous donnent toujours tant de jolies femmes. Il faut parler. Mais dites-moi, ça coûte très cher ces collections? Chaque collection revient à peu près au couturier entre 1 et 3 millions lourds. Est-ce que ça veut dire qu'il rentabilise cette collection? Et ces collections ne sont pas rentabilisées. Car la haute couture représente à peu près 16% du chiffre d'affaires de la haute couture, qui correspond à 3 milliards 800 et quelques millions. 16% seulement pour la France, mais la haute couture n'est pas rentable. Seulement, la haute couture sert de drapeau, sert de publicité, si vous voulez, pour toutes les activités annexes de la couture, qui, elles, représentent 85%. Et ces collections, sur lesquelles beaucoup de couturiers perdent de l'argent, font parler de la couture dans le monde entier et font acheter les foulards Dior, les parapluies Givenchy, les ceintures Cardin, et rentabilisent tout ça. Alors on perd d'un côté pour gagner sur l'autre. Oui, vous avez raison. Du reste, je suis bien obligé de vous parler moi aussi un petit peu d'économie. Après avoir vu défiler dans cette page économique ces jeunes femmes, l'exportation de la haute couture, Patrick, et des parfums, bref, tous ces objets un petit peu de luxe, cela représente 3 milliards chaque année. Et c'est un chiffre qui est parfaitement comparable. Vous parlez là en francs. En francs lourds, bien évidemment. De maintenant, c'est parfaitement comparable aux exportations de l'industrie française, la construction navale, c'est quand même étonnant, du verre ou bien des machines agricoles. Et si nous étendons un petit peu le problème jusqu'au prêt-à-porter, on n'a pas vu le prêt-à-porter, on a vu la haute couture, eh bien, le chiffre d'affaires du prêt-à-porter féminin est de 9,3 milliards en 1978. 9 milliards de francs lourds, bien évidemment. Et cela se compare avec le chiffre d'affaires de l'industrie du verre en France, de la machine-outil ou bien de la production de machines agricoles. Et là, l'exportation, eh bien, ça représente également en prêt-à-porter 3 milliards France, c'est-à-dire autant que l'exportation de fruits et légumes français ou bien de viande. Il y a 90 000 salariés pour le prêt-à-porter féminin. Mais alors, est-ce qu'il y a crise? Écoutez, pour l'instant, il y a, vous savez, une concurrence qui est forte, mais je crois qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter, aussi bien féminin que masculin, sont des secteurs qui, je crois, progressent assez fortement. D'une part, parce qu'il y a la haute couture, qui sert un petit peu de porte-drapeau, comme l'a dit France Roche tout à l'heure, et puis que, deuxièmement, les produits français, le Made in France, est une chose à ses côtés, même dans les pays qui nous concurrençaient au niveau du textile. C'est-à-dire, si vous voulez, que nous sommes très concurrencés sur le textile, parce que tout le monde, maintenant, peut faire du textile. En revanche, tout le monde ne sait pas faire une robe, un chapeau, une robe du soir ou un petit tailleur. Alors, si vous le voulez bien, vos costumes, Patrick, les nôtres, c'est-à-dire le prêt-à-porter masculin, là aussi les chiffres d'affaires sont énormes, près de 9 milliards l'an passé. Et les exportations et les importations, alors là ça s'annule, à peu près un peu plus d'1 milliard, il y a 96 000 salariés. Au total, si on compte le chiffre d'affaires de ces robes, de ces manteaux, de ces chapeaux, de nos costumes, comme de nos jupes claires, eh bien on peut le comparer avec celui de l'électroménager. Tout ce que les Français dépensent pour s'habiller, eh bien c'est aussi important que l'électroménager, le meuble ou bien l'industrie du bois. Et au total, tous ces salariés dans le prêt-à-porter comme dans la grande couture, eh bien ça représente environ 200 000 personnes, c'est-à-dire autant que les sidérurgistes ou bien les ouvriers de l'aéronautique et de la construction navale. Vous voyez que la futilité parfois... Mais 200 000 personnes qui ne sont pas forcément
forcément toutes bien payées. On le sait, dans certaines maisons de couture, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes parfois qui se posent aussi bien dans les maisons de couture que dans certaines usines fabriquant du prêt à porter. Bien, c'est sur ce dernier regard donc sur la mode française que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je vous rappelle les deux autres rendez-vous de l'actualité de cette journée. À 18h30, Noël Mamère avec C'est la vie. Et à 20h, le journal d'Antenne 2 qui est présenté comme chaque jour par Patrick Poivre d'Arvor. Et puis ce soir, un autre rendez-vous, notre magazine hebdomadaire Question de temps, consacré à l'Église, à quelques jours de l'arrivée de pape Jean-Paul II au Mexique. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à midi pour un nouvel Antenne 2 midi. Bon après-midi et à demain. Paroles et musique, la première émission d'une série de 6. Guy Bontemperley, Christine Delaroche vous inviteront dans un appartement et vous présenteront nombreux de leurs amis, des chanteurs bien sûr. Vous reconnaîtrez Maxime Le Forestier, Michel Jonas, Alain Chamfort, Stone et Françoise Hardy. Ne manquez pas ce rendez-vous donc ce soir. Vous serez en compagnie dès 20h30 de Virginia Crespo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et sans plus tarder, je laisse la parole à Noël Mamère pour C'est la vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Une conséquence du radoucissement de la température, la petite grippe de Noël Mamère que vous retrouverez tout de même demain soir. Pierre Messmer, chez le président de la République et le Premier ministre cet après-midi pour essayer de débloquer la situation en Lorraine. De leur côté, les syndicats de la sidérurgie qui se réuniront le 30 janvier prochain pourraient décider d'un durcissement de leur mouvement si d'ici là ils ne reçoivent aucune réponse à la lettre qu'ils ont adressée au Premier ministre. Le chef d'Iran à Marrakech pour une visite qualifiée de privée. Tandis qu'à Téhéran, la situation semble se dégrader entre la gauche et les mouvements religieux, l'ayatollah Khomeini, dont le retour à Téhéran est toujours prévu pour vendredi, a reçu cet après-midi M. Tehrani, le président démissionnaire du Conseil de Régence. Ce matin, l'ayatollah avait reçu l'ancien ministre américain de la Justice, M. Ramsey Clark. Vous entendrez à 20h une interview exclusive de Ramsey Clark par Philippe Châtenay. Lundi noir en Grande-Bretagne, 1,5 million d'employés du service public ont entamé ce matin leur journée d'action contre la politique salariale du gouvernement, ce qui ne fait qu'aggraver la situation après la grève des chauffeurs routiers qui dure depuis plus de 2 semaines. À 20h, une enquête de Pierre Champtier à Manchester, une ville particulièrement éprouvée par la grève. Procès en flagrant délit des 4 jeunes gens qui ont mis à sac le quartier Saint-Lazare à Paris. Ils risquent 5 ans de prison. Les commentaires de Paul Lefebvre ce soir à 20h. Un chiffre qui est rassurant. 1978 a été l'année la moins meurtrière depuis 10 ans sur les routes de France. 12 137 tués, ce qui est tout de même énorme, l'an dernier. En 72, il y avait eu par exemple 16 600 tués. C'est à partir de 1974 que le chiffre a commencé de décroître. 1974, c'est l'année des premières mesures sur la limitation de la vitesse et le port de la ceinture de sécurité. Et puis ce soir, le magazine Question de temps sera consacré à l'Église d'Amérique latine avant le voyage du pape Jean-Paul II à la fin de la semaine à Puebla, avec des reportages de Bernard Benjamin et Philippe Gassot. À 20h30 donc, Question de temps. De tous les papiers qui encombrent, je le suppose, votre porte-carte, le plus précieux, c'est sûrement votre permis de conduire. Le posséder, c'est véritablement avoir le droit de s'affirmer au volant d'une voiture, mais le perdre, c'est aussi l'humiliation suprême. Et tout cela parce que l'automobile est devenue un véritable symbole de civilisation et peut-être même le mal de notre siècle. Or, le permis de conduire, ce n'est pas un bien qui s'achète, mais paradoxalement, ce n'est pas non plus un bien gratuit.
Nous nous sommes déjà penchés assez la vie sur le problème du permis de conduire, mais nous avons jugé utile de lui consacrer toute une série avec Jean-Claude Alanic et le coopérateur de France qui, vous le voyez, a consacré sa première page à cette fameuse petite feuille rose. Et toute la semaine, nous allons voir avec Jean-Claude Alanic ce qui ne va pas dans le petit monde des auto-écoles, à commencer par les prix. Passer son permis coûte cher, là-dessus la critique est unanime. Un candidat moyen, qui prendra une trentaine de leçons, dépensera au minimum 2000 francs, à condition, bien sûr, d'obtenir son permis du premier coup. Mais bien peu de candidats ont cette chance. Certes, il y a des mauvais élèves, mais passer son permis ressemble un peu trop à une loterie où il y a peu de numéros gagnants. Quel est votre pourcentage de succès? Environ 50%. C'est normal qu'il y ait 50% d'échecs? Oui, parce que les gens ne se préparent pas toujours convenablement. Le manque de leçons, le manque de régularité des leçons. Et oui, c'est normal qu'il y ait 50%, et même 50% d'échecs, ce n'est pas énorme pour une auto-école. En règle générale, donc, un candidat sur deux doit repasser son permis, c'est-à-dire reprendre des leçons, ce qui n'est pas forcément pour déplaire à toutes les auto-écoles. Mais pour les candidats malchanceux, le permis devient alors une obsession ruineuse. J'ai échoué 3 fois la conduite et 4 fois le code. Ça vous a coûté combien de passer le permis plusieurs fois? 3400 francs environ. Et ça représente une grosse somme, on est des ouvriers et c'est énorme. C'est pour ça que j'ai arrêté après la 3e fois. Et vous allez essayer de repasser votre permis? Oh, je vais essayer, mais ça va être difficile hein, sur le plan financier. Certes, un mauvais conducteur représente un danger sur les routes. Le permis doit donc être sévère. Pourtant, on peut fort bien être recalé 5 fois et être jugé apte à conduire. Écoutez ce témoignage étonnant. Est-ce que vous pensez que c'est de votre faute ou c'est le système qui est en cause? C'est certainement le système, je suppose, parce que 93 leçons, il y a quand même quelque chose. Alors ce qui est assez étonnant, vous n'avez pas votre permis de conduire et pourtant, cette voiture est la vôtre et vous la conduisez. Eh bien, je conduis, oui, effectivement, c'est une voiture électrique. Je n'ai pas été capable de conduire une voiture à essence, mais je peux conduire une voiture électrique. Donc sans le permis, vous pouvez obtenir une voiture électrique? Sans le permis, je peux avoir une voiture électrique qui roule à 25 à l'heure, 25-30 à l'heure et dans les descentes 50 à l'heure. J'ai l'impression, Jean-Claude, que cette femme est en infraction tout de même. Non, non, elle n'est pas en infraction, c'est tout à fait légal. Et même si on a le code, eh bien, on peut prendre une voiture électrique plus puissante qui peut faire du 60 à l'heure dans les descentes peut-être du 80 ou du 90. En tout cas, j'ai l'impression que du permis de conduire à l'assurance, il n'y a qu'un pas. Et c'est justement à l'assurance que vous consacrez ce soir votre chronique, Jean-Claude Alanic. Oui, alors vous le savez, tous les jours, on nous le répète, si on est un bon mari, si on est un bon père de famille, si on est un bon citoyen, il faut s'assurer. Et les Français, effectivement, s'assurent sur la vie, contre l'incendie, contre le vol. Mais donc avant de s'assurer, tout est beau, et une fois qu'on s'est assuré, quelquefois il y a un certain nombre de petits problèmes, et c'est ce qui est arrivé à Monsieur Lévy de Paris. Alors Monsieur Lévy a une voiture, et puis en mai dernier, la portière de sa voiture a été arrachée, et on est entré dans sa voiture, et on lui a volé son autoradiocassette stéréo, valeur 1500 francs. Vous voyez, donc c'est une somme assez importante. Bon, comme Monsieur Lévy était assuré, à la Cordialité Baloise, à Paris, il a fait une déclaration à la police et il a rempli son dossier pour être remboursé conformément à la garantie qu'il avait remplie. Et puis c'est en mai donc, et puis M. Lévy a attendu patiemment, au départ patiemment. Les mois ont passé, vers l'été, M. Lévy n'avait toujours rien touché. Il s'est dit quand même il y a quelque chose qui ne va pas, il a téléphoné à son assureur en disant j'attends toujours le remboursement du vol de mon autoradiocassette. On lui a dit oui, rassurez-vous, ça va venir. Puis ça ne venait pas, il a insisté, on lui a dit ah, votre dossier est perdu. Il a insisté, on lui a dit « oui, ça vient ». Puis ça a duré comme ça pendant pas mal de temps, il a perdu patience et la semaine dernière, il s'est adressé à Célavy. Puis Célavy est intervenu et là on a dit « ah mais oui, mais ça y est, on a retrouvé tout de suite le dossier ». En 5 minutes, le dossier a été retrouvé et ce matin même, M. Lévy a reçu son chèque 1500 francs. Vous voyez que Célavy sert quelquefois à quelque chose. C'est une bonne chose. Oui, mais alors, justement, on peut peut-être donner quelques conseils, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, évidemment, et si les choses se reproduisent encore, je crois qu'il serait bon de donner quelques conseils aux téléspectateurs, savoir un petit peu quelles précautions ils doivent prendre. Bien sûr, je vous ai raconté cette histoire, bien qu'elle ait été réglée assez facilement sur un simple coup de fil de Célavy, si on peut dire, parce qu'elle a valeur d'exemple.
Notamment, je crois que le premier conseil qu'on peut donner, lorsque vous achetez quelque chose, que ce soit une voiture, des bijoux ou quelque chose d'autre, il faut, si possible, toujours garder les factures. Parce qu'en cas de vol, le seul recours possible et la seule preuve que vous ayez de la valeur de ce qui vous a été volé, c'est la facture. Et là, M. Lévy avait gardé la facture de son autoradiocassette, ce qui était donc une preuve importante pour lui pour pouvoir être remboursé intégralement. Et puis disons la deuxième chose, si jamais votre assureur met vraiment de la mauvaise volonté à vous rembourser, ou disons est un petit peu lent à vous rembourser, eh bien vous pouvez écrire, je vais vous donner une adresse, c'est le Centre d'information des assurances, le CDIA, et théoriquement vous devez voir sur votre écran l'adresse, donc 2 rue Chaussée-d'Antin, Paris 9e, et le numéro de téléphone c'est le 824 93 12. Alors je ne vous promets pas que ce sera toujours efficace à 100%, mais ça peut quand même aider et faire pression sur les assureurs. Enfin, on a un petit peu l'impression tout de même que de plus en plus les consommateurs sont entendus, puisqu'à Colmar, les assureurs viennent de perdre un procès. Oui, alors vous savez que si vous avez une vieille voiture, elle ne vaut pas grand-chose à l'Argus. Et dans ce procès, justement, on parlait des vieilles voitures. Lorsque vous avez une vieille voiture, donc généralement elle n'est pas cotée à l'Argus, donc l'assureur vous dit vous avez un accident ou elle vous est volée, eh bien on ne vous rembourse pas parce que théoriquement votre voiture ne vaut plus rien. Et pourtant votre voiture elle vaut quelque chose parce qu'elle roule même si elle ne roule pas très bien et si elle n'est pas très belle. Alors à Colmar, les juges ont considéré que désormais, même si la voiture n'était pas cotée à l'Argus, du moment que c'était une voiture qui était bien entretenue, qui n'était pas trop vieille, eh bien il fallait rembourser l'automobiliste intégralement. Merci Jean-Claude. Suite ce soir de l'enquête musicale que Simon Drey a faite auprès des enfants. La semaine dernière, vous l'avez vu, c'était l'éveil sensoriel des tout-petits grâce à la musique. Eh bien, vous allez pouvoir constater aujourd'hui que la musique a tout autant d'importance pour les plus grands, ceux qui fréquentent les cours moyens. Regardez. Stéphanie, bonjour. Tu aimes la musique, toi? Oui, j'aime bien la musique. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? J'aime bien le rock. Je connais des chansons, des chanteurs qui chantent à la télé. Tu connais des noms de musiciens de jazz? Non. Moi, je faisais du violon avant, puis maintenant j'ai arrêté. Moi, je suis du piano, ma mère aussi. Mon père et mon frère jouent de la flûte. Et toi? Moi, du piano. Et alors, vous jouez tous ensemble? Non. Mon père et ma mère, ils jouent ensemble, puis moi, je suis toute seule. Ça doit être joli. Philippe Vartan. Et puis... On va jouer le début de la chanson, là, ici. Allons danser. D'abord avec la flûte. En fait, quand on pose à un enfant cette question, aimes-tu la musique, et qu'il répond sincèrement ou non, j'aime un tel, et puis c'est tout, on sait bien que c'est pas tout. Car l'éducation musicale, si on veut bien la comprendre comme une information large, donnera à connaître du nouveau et à défaut d'aimer tout, de comprendre au moins les divers genres. On y va. Le tambourin. Encore une fois. Les tambours tout seuls. Dans l'apprentissage de la chanson, il est très important de se mettre d'accord, de s'accorder, c'est-à-dire de se mettre dans le ton. Et ça n'a rien de sorcier. Nous, on est accordés. On va chanter cette phrase. Car j'ai des fourmis dans les pieds. Je la rejoue avec la flûte. Vous la chantez avec moi. Car j'ai des fourmis dans les pieds. Chantez le mot pied. Pied. Bien, maintenant pas tout le monde. Toi tout seul. Ouais. Pied. Bon, maintenant qu'on est accordés, nos voix, on chante bien au moins la dernière, le dernier mot. Si la voix humaine peut chanter dans tous les tons, il n'en est pas de même pour ce petit instrument pittoresque, la guimbarde. La guimbarde a son propre mode, c'est-à-dire on ne peut jouer que dans un ton. Et si l'on veut jouer dans un autre ton, il faut prendre une autre guimbarde, plus grosse, plus petite, selon l'air à jouer. Et voici l'instrument surprise, oui. Je vous montre ce que c'est, il s'agit d'une guimbarde. Hein? Alors comment on joue de la guimbarde? Très simple. On ouvre un peu la bouche
On met la guimbarde sur les dents, comme ça. Comme ça, et on fait ça. Mais alors ça sonne pas. Alors il faut souffler en même temps. Et puis on peut faire des tas de choses. On peut faire une mélodie. On peut faire des trémolos. Et puis on peut faire par exemple des changements de mesure, de mélodie, et tout ça en même temps, c'est-à-dire... Attendez. Vous ne bousculez pas, ça servira à rien de toute façon, j'en ai pas pour tout le monde. Vous faites aller la lame comme ça. Il est vrai que l'amour de la musique est inné. On le voit bien avec les enfants rencontrés dans les écoles du monde. Mais le plaisir des découvertes progressives est immense et il est bon de savoir qu'entre l'initiation et la maîtrise, il nous reste à faire un très long chemin, comme dit la chanson. On reprend pour s'assurer qu'on ne fait pas trop d'erreurs pour aujourd'hui. On va essayer de chanter avec la note que nous donne Claude à la flûte. Chantez-moi, une. Oh là là, non, une seulement, allons-y. Non, une seulement, allons-y. Et maintenant on continue, allons-y. Une guitare. Une flûte au soleil du matin. Et on chante. Une guitare, une flûte au soleil du matin. Une guitare, une Voilà, fin de cette édition. Demain soir, vous retrouverez Noël ma mère. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 20h avec Patrick Poivre d'Arvor et Question de temps tout de suite après. Bonne soirée à tous. Au revoir. Pierre Messmer reçu à l'Elysée, plusieurs milliers d'emplois seront créés en Lorraine. Manu France, le PDG François Gadoclé en direct dans ce journal. Iran, à 4 jours de son retour, l'ayatollah Khomeini marque des points. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un peu de sport pour commencer, une fois n'est pas coutume, surtout en matière de sport automobile. Mais ce qui s'est passé hier soir à Buenos Aires est trop important pour être traité en coup de vent. Alors essayons d'ôter la part de réaction d'orgueil que nous vaut une victoire française, la première depuis bien longtemps, pour nous pencher sur la réussite exemplaire de deux hommes. Un pilote, Jacques Laffite, vainqueur de ce premier championnat de la saison, et puis un constructeur, Guy Ligier, qui depuis 4 ans a tout investi pour cette conquête de la première marche du podium. Les deux Ligier, celle de Jacques Laffite en pole position et à ses côtés celle de Patrick Depailler, avaient pris un excellent départ hier à Buenos Aires. Mais c'est finalement par un carambolage que devait débuter le premier Grand Prix de la saison en 79. C'est dans ce virage précisément que va se produire l'accident. Un carambolage provoqué, semble-t-il, par un tassage de John Watson sur Jody Scheckter et au cours duquel ont été éliminés 5 pilotes. Nous allons revoir les images au ralenti. On aperçoit très bien la voiture de John Watson, sa McLaren.
Principale victime de toute façon de cet accident, Johnny Scheckter, victime d'un poignet foulé, et Nelson Piquet, qui lui était blessé à une jambe. Un second départ est donc donné un peu plus tard, et cette fois c'est Patrick Depailler qui prend le meilleur sur son équipier. Depailler cependant ne gardera la tête de la course que pendant 8 tours. Au bout de la ligne droite, Lafitte va le piquer au freinage et passer en tête. Son avance va s'accroître au rythme de 1 seconde au tour. Les deux Ligiers sont en tête, mais Depailler, gêné par son moteur, va devoir s'arrêter, perdant ainsi la 3e place après avoir perdu la seconde au bénéfice de Carlos Reutemann, argentin et favori de la journée. Jacques Lafitte enlève hier à Buenos Aires son second Grand Prix de sa carrière devant Reutemann sur Lotus. Et c'est dans une petite usine près de Vichy que Guy Ligier a installé ses ateliers. La construction d'une voiture de course est un travail de spécialiste confirmé, et la victoire d'un pilote, si le rôle de celui-ci est déterminant au niveau de la tactique, ne doit pas faire oublier non plus la somme d'efforts qui sont déployés par les mécaniciens, et une part de la victoire leur revient à eux aussi, bien souvent. Le dessin et la construction de la voiture sont assurés à côté de Vichy, mais pour ce qui est des voitures à effet de sol, la dernière nouveauté en matière de Formule 1, eh bien, il faut procéder par des travaux de soufflerie qui ont lieu, eux, à Paris. En fait, la victoire d'hier, c'est aussi la première vraie réussite de Guy Ligier. Ouais, c'est notre première grande réussite, puisque, vous le savez, François, nous avions déjà gagné un Grand Prix en Suède, mais sur une panne d'essence de Mario Andretti. Mais celui-ci, je crois que nous l'avons gagné à la loyale. Bon, vous avez une supériorité technique démontrée en tout cas en Argentine, hier à Buenos Aires. Est-ce que vous pensez pouvoir la conserver pour les prochains Grands Prix? Écoutez, François, tout le problème est là. Je crois que maintenant les choses vont encore devenir beaucoup plus difficiles et il va falloir que toute cette équipe s'accroche et travaille encore plus pour confirmer. Et je pense que sur le plan technique, nous avons encore beaucoup à faire et il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. Le chômage en Europe maintenant. J'ai sous les yeux un rapport de l'Office européen de statistiques qui permet de bien fixer les esprits. Vous allez le voir, le chômage a diminué en Irlande et en Allemagne. Il n'a pratiquement pas bougé en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Il a augmenté d'à peu près la même proportion en Belgique et en France, vous le voyez, entre 8 et 9%, un peu plus en Italie, presque 10%, et beaucoup plus encore au Danemark, plus 15%. Moyenne pour la CE, une augmentation de 4%, ce qui doit inciter les responsables français à faire encore davantage d'efforts. Efforts qui se décident en ce moment même pour la Lorraine, gravement touchée par la crise, vous le savez. Le président du conseil régional, Pierre Messmer, a été reçu aujourd'hui et par le chef de l'État et par le Premier ministre. À sa sortie, il a confié à Daniel Brem qu'il avait bon espoir de voir se créer plusieurs milliers d'emplois en Lorraine. Monsieur Messmer. J'ai exposé au président de la République et au Premier ministre que les décisions qui avaient été prises déjà en ce qui concerne la sidérurgie de Longwy par les dirigeants d'Usinor me paraissaient critiquables et qu'il me semblait en conséquence nécessaire de les réexaminer. Et le Premier ministre m'a dit qu'il était tout disposé à faire procéder à ce réexamen. Avez-vous obtenu également des créations d'emplois? On n'obtient pas de création d'emplois, on ne distribue pas des emplois, ce serait trop facile. La question que je posais était d'obtenir que les conditions nécessaires à des créations d'emplois qui sont actuellement en discussion, et en particulier avec une très grande entreprise pour la création de plusieurs milliers d'emplois, que ces conditions puissent être réalisées au mieux afin d'obtenir cette décision. Et j'ai trouvé le président de la République et le Premier ministre décidés à aller jusqu'aux limites du possible dans ce domaine, c'est-à-dire que sur ce point, j'ai bon espoir. À votre avis, ce que vous venez de dire est échelonné dans quel temps? J'espère que pour les premières décisions très importantes, quelques semaines, et naturellement, les autres décisions s'étendront sur un plus grand nombre de mois, car il ne faut pas oublier que la restructuration de la sidérurgie et la réduction des effectifs de la sidérurgie se prolongent elles-mêmes sur plusieurs années, puisque le plan actuel prévoit jusqu'à la fin de 1980. Et c'est ce délai de 2 ans dont nous disposons encore pour non seulement annoncer la création d'emplois, ce n'est pas le plus difficile, mais surtout pour réaliser la création de nouveaux emplois.
Alors, M. Messmer n'a pas précisé davantage, évidemment, pour ne pas donner de faux espoirs aux Lorrains. Nous essayons d'enquêter quand même pour essayer de savoir où se passeraient donc ces créations d'emplois, sans doute dans le nord de la Lorraine, et avec quel secteur. Il semble que ce soit du côté du secteur de l'automobile. Autre point chaud de la journée, la région stéphanoise. En fait, l'attention se focalise sur une entreprise, Manufrance, entreprise qui vacille depuis quelques mois. Le bilan est désastreux. Manufrance n'a plus les moyens aujourd'hui de faire face à ces échéances. Et dans ces conditions, la réunion du conseil d'administration de demain sera décisive. Avec nous en direct, et j'espère qu'il me reçoit, François Gadot, vous me recevez? François Gadot? Oui. François Gadot, donc le président pour l'instant du conseil d'administration de Manufrance. Ce bilan de demain, c'est finalement le bilan d'un échec. Vous n'avez pas trouvé de l'argent à l'étranger, vous n'en avez pas trouvé suffisamment en France. C'est peut-être le bilan d'un échec, c'est en tout cas le moment où l'on dit la vérité. Il s'agit de mettre les points sur les i, il ne faut pas faire de démagogie, il faut considérer que ne pas évoluer, ça serait se suicider. Il faut dire la vérité, nous avons des échéances très difficiles. Nous avons par exemple la fabrication et l'impression du catalogue que nous devons mettre en marche dans quelques jours. Est-ce que nous allons passer ces commandes, nous conduire presque comme des casseurs, en sachant pertinemment que vers la mi-février, nous ne pourrons pas les payer? Donc il faut s'arrêter maintenant? Je pense qu'il faut s'arrêter maintenant. Je crois qu'il faudrait que l'actionnaire principal comprenne bien qu'il vit dans un régime capitaliste et qu'il ne peut pas en violer les lois. On ne peut pas éternellement dire Manufrance va perdre de l'argent. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour redresser le chiffre d'affaires, nous avons fait tout ce qu'on a pu pour dynamiser l'entreprise. Il y a eu de grands efforts qui ont été faits à l'intérieur de l'entreprise. Eh bien, ils n'ont pas été suffisants encore. L'actionnaire principal, c'est la municipalité communiste de Saint-Étienne. Est-ce que vous pensez que vous avez été lâché à la fois par cette municipalité et à la fois par l'État? Non, je ne crois pas avoir été lâché par, en tout cas pas par l'État, qui, lui, respecte des critères de rentabilité qui sont propres. On ne peut pas demander aux contribuables de verser de l'argent tous les jours pour aider à une mauvaise gestion ou à une gestion difficile de Manufrance qui paye probablement 20 années d'erreurs patronales. Et c'est un fait qu'il y a, mis à part quelques exceptions, il n'y a pas de tradition patronale à Saint-Étienne, mais par contre, il y a une très forte tradition syndicale. Ça veut dire que vous ne demanderez pas davantage d'argent à l'État? Ça veut dire que dans la situation actuelle, on ne peut pas demander de l'argent à l'État. Il faut d'abord que nous nous aidions nous-mêmes. Il faut d'abord que nous soyons rigoureux, que nous soyons solides, que nous soyons conscients de la vérité. Mais vous avez tout essayé et pour l'instant, rien n'a marché. Vous mettez la clé sous la porte? Pardon? Vous mettez la clé sous la porte? Non, je crois, comme je vous le dis, qu'il faut absolument une remise en ordre juridique et économique de l'entreprise. Je comprends très bien Joseph Stangos, qui, maire communiste de Saint-Étienne, veut défendre l'emploi sur sa ville. Mais malheureusement, au conseil d'administration de Manufrance, il ne s'agit pas de défendre l'emploi à Saint-Étienne, il s'agit de défendre la vitalité d'une entreprise. Il s'agit d'essayer de sauver une maison qui représente 2600 personnes et qui ne peut pas continuer avec 2600 personnes. François Gadot, est-ce que vous êtes prêt personnellement à tirer les conséquences de cet échec personnel? Est-ce que vous voulez démissionner demain? Je ne démissionnerai pas, je ne me laverai pas les mains, je ne serai pas comme Ponce Pilate, j'irai devant le conseil d'administration. On me dit d'ailleurs que ce sera difficile de rentrer à l'intérieur de la maison. Je présenterai l'état réel de la société. C'est, je vous dis, une affaire de conscience, d'honnêteté, de sérieux. Ça n'est pas facile à faire. Ça n'est pas facile parce qu'il y a un certain nombre de pressions de tous bords. Mais je ne démissionnerai pas. Je proposerai la solution que je crois être la seule possible. Merci François Gadot. Très rapidement maintenant à la politique française, en quelques mots. Valéry Giscard d'Estaing très net dans sa réponse aux vœux du général Méry, c'est-à-dire du chef d'état-major des armées. Le président réaffirme son attachement au service national, une réponse publiée par le magazine des armées, TAM. Georges Marchais en Italie, le secrétaire général du PCF a rencontré son homologue Enrico Berlinguer. Il venait de Grèce à l'invitation du PC local et il y a tenté de dissuader les Grecs d'intégrer le marché commun. Ce que le gouvernement d'Athènes a très mal pris, immixtion dans nos affaires intérieures, a-t-il dit en traitant Georges Marchais de cynique. Georges Marchais qui, par ailleurs, a été officiellement investi par son parti, l'Humanité le publiera demain, comme tête de liste des candidats communistes aux élections européennes de juin. 6 femmes parmi les 25 premiers, très peu de personnalités nationales parmi ceux qui ont une vraie chance d'être élus, ce qui permet au PC de diversifier davantage les responsabilités des uns et des autres. Et nous en arrivons à l'Iran.
les événements sont encore un peu précipités aujourd'hui, avec tout d'abord la démission officielle du président du Conseil de Régence, M. Teherani, qui est venu dire à l'ayatollah qu'il venait, à titre personnel, le rencontrer à Naufle-le-Château et qu'il n'avait été investi d'aucune mission par le Premier ministre, M. Bakhtiar. Une nouvelle victoire donc pour l'ayatollah Khomeini, dont le porte-parole estime que cette démission correspond à l'acte de décès de la monarchie. Nous l'écoutons. Monsieur Jalal Teherani, le président du Conseil de Régence iranien, avait donné sa démission ce matin, mais il n'avait pas précisé pourquoi il démissionnait. Dans une deuxième lettre qu'il a présentée cet après-midi à l'ayatollah, il a précisé que sa démission avait été pour une considération d'illégalité, c'est-à-dire qu'il considérait le Conseil de Régence comme illégal et à la demande d'ayatollah Khomeini, il avait démissionné. Et le mouvement islamique remercie M. Teherani pour cet acte qui met fin à l'existence de la monarchie illégale iranienne. Vous l'entendez dans ces cris, il est évident qu'aujourd'hui, et plus que jamais, l'homme fort de l'Iran se trouve à quelques kilomètres de nous. Il s'agit bien sûr de l'ayatollah Khomeini, qui ce matin a rencontré un Américain de haut rang, Ramsey Clark, l'ancien ministre de la Justice. Nous avons surtout été frappés par l'ampleur et les objectifs du mouvement islamique qui donne l'impulsion vers une nouvelle liberté en Iran. Nous espérons beaucoup que ce mouvement débouchera sur une véritable justice sociale pour le peuple iranien. Allez-vous faire un rapport au président Carter? Je ne sais pas encore, je verrai à mon arrivée aux États-Unis. Il faut lui demander s'il veut me rencontrer. Pensez-vous que l'avenir de l'Iran passe obligatoirement par l'ayatollah Khomeini? Pendant mon séjour en Iran et après mon entretien avec lui ce matin, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. L'ayatollah est l'homme clé, le point de ralliement de toute l'opposition à l'ancien régime. Vous l'avez compris, M. Clark n'était pas investi directement, officiellement par le président Carter, mais peut-être officieusement. Face à Khomeini, un homme dont les atouts ne sont pas complètement négligeables, Chapour Bakhtiar, le Premier ministre. Il est depuis ce soir appuyé de la manière la plus ferme par l'armée. Le chef d'état-major a en effet appelé aujourd'hui les forces de son pays à soutenir un gouvernement, le gouvernement légal, tout en ajoutant qu'il n'y aurait pas de tentative de coup d'État de sa part. Chapour Bakhtiar attend donc de pied ferme l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Vendredi, en Iran, on verra bien alors s'il y a épreuve de force ou médiation. Mais d'ores et déjà, je crois qu'il faut s'intéresser à tous les hommes de l'entourage de l'ayatollah, tous ceux qui en tout cas ne sont pas des chefs religieux, qui eux s'abstiendront de participer directement à la vie publique. Nous connaissons le plus influent d'entre eux, il s'appelle Sadek Godsadek. Il était jusqu'alors porte-parole de l'opposition iranienne en France. J'ai lutté contre le communisme international, particulièrement le communisme iranien, le Parti Tudeh, depuis que j'étais 15 ans. Et effectivement, c'est le jour américain et plus précisément les sionistes qui essayaient de salir notre mouvement avec les calomnies tel qu'il est. Donc c'est démenti formellement et effectivement je fais le procès contre Newsweek et j'entends de le faire exactement le même contre l'Express qu'il a fait ici en France. Il faut dire que ces deux hebdomadaires avaient accusé M. Sadek, qui se trouve dans l'entourage direct du Shah, de l'ayatollah Khomeini, l'avait accusé d'être un agent de Moscou. Et puis n'oublions pas, vous le voyez, le dernier acteur de la crise iranienne, celui-là paraît déjà appartenir au temps du muet. Je peux parler du Shah d'Iran qui a tout à l'heure quitté Assouan en Égypte pour Marrakech au Maroc. Il s'agit là d'un voyage strictement privé dont on ne sait combien de temps il durera. On ne sait pas non plus si le Shah se résoudra ensuite à gagner la Californie. Il est pour l'instant très amer à la suite de ce qu'il appelle le lâchage des Américains. La Grande-Bretagne, depuis ce matin, 1,5 million de grévistes supplémentaires. Ce sont les employés des services publics qui sont donc joints aux chauffeurs routiers et aux cheminots qui avaient déclenché une véritable paralysie du pays. Cette paralysie, l'un de nos envoyés spéciaux, Pierre Champtier, l'a vécu au plus fort du froid à Manchester, la ville sans doute la plus atteinte par cette vague de grève qui secoue la Grande-Bretagne.
Malgré le froid, les routiers continuent la grève, bloquant depuis 3 semaines les docks de Manchester. Les camions ont beau faire la queue devant les piquets, on ne passe pas. Cela fait 3 ans que les routiers acceptent le blocage de leur salaire. Aujourd'hui, il ne marche plus. On lui a dit de ne pas passer, et il ne passera pas. Maintenant, il y en a marre. On veut la liberté des salaires. Dans les supermarchés, la pénurie commence à se faire sentir. Ici, les livraisons ont été interrompues. Les rayons sont vides. Plus de beurre, de lait, de margarine, de sucre, de sel, de lard ou de produits congelés. Les ménagères doivent courir la ville ou se rabattre sur les boîtes de conserve. Sorry, Irene, I haven't any sugar at all. Oh, dear me. Come on. 82 and a half. 82 and a half. People are taking ill with tummy. Maintenant, il n'y a plus de légumes verts, alors les gens commencent à avoir des maux de ventre, ils ont des boutons, des aftes dans la bouche et ils ont mal à la gorge. Manchester vivait déjà au ralenti. Brusquement, la neige est arrivée, paralysant la circulation. Stoïquement, on a sorti sa pelle pour dégager le pas de la porte. Certains ont réussi à aménager un chemin jusqu'au point d'eau du coin de la rue. Car en plus, il n'y a plus d'eau au robinet. Les canalisations de Manchester datent de la révolution industrielle. Elles s'effondrent un peu partout. Or, justement, les égoutiers et le service des eaux sont en grève. Pas de réparation, donc pas d'eau. Comble de malchance, l'eau des prises collectives n'est pas potable. Il faut se débrouiller comme on peut. C'est ce que fait par exemple Mrs. Jones, qui tient une petite épicerie de banlieue. Il n'y a plus d'eau dans les WC, alors on est obligé de faire fondre de la neige pour en avoir. Et puis l'eau qu'on va chercher est mauvaise, elle est polluée, contaminée. Pour boire, pour laver la vaisselle, pour se laver les dents, il faut tout faire bouillir. Et ça dure depuis 10 jours. Les plus heureux sont encore les enfants qui bénéficient de vacances exceptionnelles. L'école est fermée, faute d'eau, faute de chauffage. Les distributeurs de fioul, eux aussi, étaient en grève. Certaines boutiques ont commencé à baisser le rideau, à commencer par les laveries automatiques. Peu à peu, la grève des camionneurs a touché les usines privées de matières premières. Dans la région de Manchester, 50 000 travailleurs sont en chômage technique. La semaine dernière, Mr. John, par exemple, employé d'une entreprise de nettoyage, a passé ses soirées à chercher de l'essence pour sa camionnette. Pendant 2 jours, il n'a pu se rendre à son travail. Et son cas n'est pas le plus dramatique. En fait, ce qui frappe le plus dans cette crise, c'est moins la patience et le stoïcisme des Anglais devant cette série noire que la détermination des grévistes qui savent pourtant que leur grève est impopulaire. Comme si, au bout de 3 ans, l'austérité et la lutte contre l'inflation avaient ici atteint un seuil intolérable. Alors précisément, dans notre second journal de la soirée, Claude Guénière fera le point économique et social sur cette vague de grève en Grande-Bretagne. Les Belges nagent dans le bonheur. En effet, pour la 3e fois en un mois, le prix de l'essence va baisser en Belgique. Dans 4 heures, le super coûtera 24 centimes belges de moins, ce qui le mettra à 2,15 francs, 2 francs français cette fois-ci, le litre. Les étudiants ont la fièvre à Bangui. La capitale de l'Empire centrafricain a été le théâtre depuis 3 jours de violentes manifestations qui auraient fait plusieurs morts. Seule source d'information, la Voix de l'Empire, la radio centrafricaine, qui nous révèle que depuis, un couvre-feu a été imposé la nuit dans Bangui et sa périphérie. Liban, attentat meurtrier ce matin contre le chef des services de sécurité d'Al-Fatah, c'est-à-dire le mouvement palestinien. La bombe placée dans la voiture a fait plusieurs morts, dont Abou Salamé, le chef. Cherbourg en fièvre, sur les quais en fin d'après-midi, ils étaient des centaines d'écologistes venus pour empêcher l'accostage du Pacific Fisher. Ce cargo transporte dans ses cales près de 14 tonnes de combustible irradié japonais à destination de l'usine de retraitement de La Hague. Oui, beaucoup de gens attendent le Pacific Fisher. La police, avec ses chevaux de frise, et aussi les écologistes avec comme intention empêcher le débarquement de déchets nucléaires en provenance du Japon. La coordination interrégionale des mouvements écologiques souhaite même aller plus loin et obtenir l'annulation des contrats étrangers de retraitement des déchets nucléaires à La Hague. Quant au bateau, le voici, c'est un cargo de 100 mètres de long qui a accosté vers 16h30 au quai du port de Cherbourg, tiré par un petit remorqueur. À bord, 14 tonnes de déchets hautement radioactifs que personne ou presque ne veut accueillir.
Madame Vincent Auriol n'est plus, celle qui fut la première dame de France de 1947 à 1954 est décédée hier à son domicile parisien. Madame Auriol était âgée de 83 ans. 48 heures après la manifestation contre l'insécurité, les policiers sont descendus dans la rue. Il s'agissait cette fois de membres du syndicat indépendant de la police nationale, quelques 250 gardiens de la paix, selon la police et les organisateurs, pour une fois d'accord, qui en cortège se sont rendus jusqu'à la préfecture de police où une délégation a été reçue. Les manifestants avaient choisi le jour du procès des 4 casseurs qui, il y a 10 jours, avaient mis à sac des boutiques et des magasins de la rue Caumartin à Paris. Paul Lefebvre, vous assistiez à ce procès. Oui, il y avait beaucoup de monde autour du palais, des policiers bien sûr, mais aussi des jeunes qui semblent vouloir faire de ces 4 prévenus le symbole de leur révolte. Mais quelle révolte au juste? Leurs avocats ont d'abord tenté de faire reporter le débat en disant une enquête se poursuit sur l'affaire de la rue Caumartin et sur l'ensemble de l'action des groupes autonomes. Pour juger ceci, il faut attendre d'avoir tous les éléments en main. Réponse du tribunal, jugeons d'abord ceci, on verra les autres ensuite. Je simplifie l'affrontement juridique bien sûr. 4 garçons donc de 18 à 25 ans, bon renseignement, bonne famille, bonne éducation, bonnes études. Quelque chose donc s'est produit qui a transformé ces jeunes gens destinés à une vie normale, je mets des guillemets, qui veulent dire ambition, carrière, vie calme, etc., qui les a transformés en êtres marginaux par rapport aux règles admises par l'ensemble de la communauté. Mais quoi ? Il y avait tout à l'heure une sorte de non-dialogue entre le président Jacquet qui cherchait les mots et le ton pour communiquer, pour comprendre, et les 4 garçons sortis de leur monde habituel, malhabiles à se défendre, réfugiés derrière une phrase. Nous n'avons pas voulu la violence, nous avons été débordés par des éléments incontrôlés. En réalité, les mots, les notions de valeur ou de principe qu'utilisent les magistrats, ils ne les conçoivent pas et répètent, ces garçons, réussir sa vie pour un jeune à notre époque, ça n'est pas... ça ne veut pas dire réussir dans la vie, et je crois que c'est important. Il faut être honnête et reconnaître qu'ils représentent un problème dont il faut chercher la réponse, mais ils doivent être honnêtes et admettre que la barre de fer et le cocktail Molotov ne peuvent constituer de toute façon un mode d'expression dans une société dont ils rejettent les libertés en voulant imposer la leur. Le procès se terminera tard dans la nuit. En relation avec ce procès, Mme Giscard d'Estaing s'est rendue il y a quelques heures au chevet des policiers récemment victimes d'agressions. Le brigadier Petitbon, blessé dans le métro, et l'officier de police Caillot, victime de la fusillade de Livry-Gargan. 3 enfants ont tué accidentellement une sexagénaire dans l'Essonne. Les 3 frères aînés, qui étaient âgés de 9, 10 et 12 ans, étaient juchés sur un pont dont ils lançaient des pierres dans l'eau, alors que sur une allée bordant la rivière circulaient des promeneurs, dont cette femme de 60 ans qui a été touchée au visage par un projectile. Elle devait succomber à ses blessures quelques heures plus tard. La cote de l'Argus, tous les automobilistes connaissent cette espèce de baromètre qu'utilisent les compagnies d'assurance en cas d'accident, une quasi-institution nationale qui vient d'être mise en cause par la Cour d'appel de Colmar. La valeur d'une voiture accidentée ne sera plus limitée par sa cote à l'Argus. Nous allons retrouver Jean-Claude Alanic qui va nous parler de cette contestation de l'Argus automobile. Cette vieille voiture est en parfait état de marche et pourtant, au moindre accident, elle risque de se retrouver ici à la casse car certains assureurs refusent de payer les réparations des vieilles voitures accidentées, se contentent de rembourser ces véhicules à la valeur Argus, c'est-à-dire quelquefois simplement quelques dizaines de milliers de francs. Alors bien sûr, c'est tout bénéfice pour ces assureurs qui d'un côté empochent des primes d'assurance élevées et de l'autre côté n'ont pas grand-chose à débourser. C'est tout bénéfice aussi pour les vendeurs de voitures d'occasion ou les vendeurs de voitures neuves, mais pour les consommateurs, c'est tout à fait autre chose. Pour eux, évidemment, ce n'est pas parce qu'une voiture n'est plus cotée à l'Argus qu'elle ne vaut plus rien. C'est le cas de cette voiture, âgée de 12 ans, mais avec seulement 80 000 km au compteur. Ce qui n'empêche pas son propriétaire, M. Thomasson de Lyon, de payer 1 200 francs de prime d'assurance par an. Il y a 2 ans, M. Thomasson a eu un accident dont il n'était d'ailleurs pas responsable. C'est alors, lorsqu'il a conduit sa voiture chez le garagiste, que les ennuis ont commencé. Oui, le radiateur avait été endommagé. Tout le capot avait été détérioré, l'aile arrachée, et cet ensemble de réparations m'est revenu à 3 253 francs. Alors, à l'Argus, cette voiture vaut combien? Actuellement, elle ne vaut plus rien. Valeur Argus égale 0, l'assureur a donc refusé de rembourser les réparations. Au bout de 2 ans de procès, M. Thomasson a finalement obtenu gain de cause, sans convaincre pour autant son assureur. Le système
n'est pas injuste. Le système pose des problèmes parce que sur un véhicule qui n'est plus coté, vous pouvez avoir des fortes différences de prix ou d'évaluation des véhicules parce que ça dépend de l'État et c'est une question d'expertise qui, dans certains cas, est, je le reconnais, un peu subjective. Les juges de Colmar, comme ici ceux de Lyon, ont tranché. L'Argus ne sera plus parole d'évangile et les vieilles voitures pourront être réparées même si elles ne sont plus cotées. Du cinéma pour terminer, fini de trembler à Avoria, le festival du film fantastique a fermé ses portes avec cette année une production australienne qui a été remarquée. Grand prix donc, Patrick, réalisé par Richard Franklin, l'histoire d'un esprit qui lutte contre son enveloppe et dont le pouvoir inquiétant semble intouchable. Nous allons voir comment. Patrick, can you hear me? Patrick, if you can hear me, I want you to do that with your mouth, what you just did. Once means yes and twice means no. Do you understand? Is that yes? Do you know where you are? Do you know who I am? Can you see me? Can you feel that? Wait here. Matron, can I show you something in room 15? Patrick, Matron Castid here. Show her. Patrick, show her, please. He spits. Alors ça s'appelle Patrick et je précise bien que ni Lecoq ni moi-même ne nous sentons concernés. Partez à la découverte d'un nouveau monde, une invitation faite par Géo, ce nouveau mensuel luxueux qui contient de très belles photos, qui sera le premier mois vendu par souscription. 2 doigts de ski pour vous avertir d'un petit changement de date. Le programme des épreuves féminines de Schruns en Autriche a été modifié. Le slalom se disputera demain en direct sur Antenne 2 à partir de 11h30 à la place de la descente qui, elle, aurait dû avoir lieu mercredi. Et puis la page de la météo avant de refermer ce journal. Aujourd'hui, vous le voyez, temps médiocre sur l'ensemble du pays, brumeux moitié nord, couvert et pluvieux ailleurs. Demain, eh bien, le temps sera doux sur le sud-ouest avec une alternance de pluie et d'éclaircies. Ailleurs, le mauvais temps, hélas, persistera avec des possibilités de chute de neige sur la moitié nord et des gelées matinales. 2 rendez-vous avec la rédaction, ce soir sur Antenne 2, 21h35, question de temps. Thème de ce magazine présenté par Louis Berriot, les catholiques du Nouveau Monde, avec des reportages du Mexique, de la Colombie et du Brésil, avant le voyage du pape au Mexique. Et puis 23h10, dernier journal présenté ce soir par Hervé Claude. Je vous remercie de votre attention et je vous attendrai demain avec un très grand plaisir. Au revoir. Des millions